très bien les gars. Bon vendredi à tous. On dirait que le minuteur du président Macron est arrivé à expiration. Je suis vraiment surpris. Ou pas. Omi a envoyé une grosse menace juridique de 100 pages avec « ne pas divulguer » griffonné dessus. Et il semble qu'il n'était pas vraiment sincère. Et au cas où vous auriez manqué ma série Instagram d'hier, j'ai eu un gros scoop sur l'affaire Justine Baldoni contre Blake Lively. Il y a cette femme sur Instagram qui appelle cela « notre empire romain » et c'est le cas actuellement. Pour faire court, le méchant inattendu dans tout cela est Ryan Reynolds. Prétendument. Et j'ai reçu davantage d'informations à ce sujet pendant la nuit. Je vais donc partager cela avec vous. Mais d'abord, je voudrais parler du PDG du Daily Wire. Jeremy Boring semble jeter un peu d'ombre sur son ancien employé, Brett Cooper. Du moins, c'est ainsi qu'Internet l'interprète. Et c'est certainement aussi comme ça que je le comprends. Que se passe-t-il exactement? Je vais vous dire ce que je sais. Tout cela arrive dans l'émission de Candace Owens. Bon, alors, selon ses dires, les personnes âgées, les tout-petits innocents et les femmes enceintes qui ont dépassé la 25e semaine de grossesse, tous ces individus sont considérés comme des sauvages absolus. Je vous le dis, il suffit de toujours dire la vérité pure et simple, tout le temps, sans aucune exception, car c'est la seule voie à suivre pour une compréhension claire et honnête des choses. C'est là où j'en suis en ce moment. C'est ce que je ressens en ce moment. Et je veux parler de cette histoire avec Brett Cooper parce que ça m'a un peu perturbée. Et je vais être très honnête avec vous dès le départ concernant mon implication dans cette affaire et je vais simplement vous dire exactement ce qui s'est passé en coulisses. Parce qu'il devient assez évident pour moi qu'il semble y avoir un effort concerté pour essayer de détruire la réputation de Brett Cooper avant même qu'elle n'ait commencé sa nouvelle aventure indépendante. Donc je vais vous dire par qui j'ai été contactée. Bref, petit récapitulatif. Évidemment, c'est partout sur YouTube. C'est littéralement partout. C'est même maintenant chez Joe Rogan. La saga Brett Cooper est arrivée chez Joe Rogan hier soir. J'ai un extrait de ça pour vous. Mais on en avait parlé à la fin de l'année dernière parce que c'était une annonce majeure. Brett Cooper a annoncé qu'elle quittait la section des commentaires, qu'elle quittait le Daily Wire. C'était une vidéo plutôt tendue qu'elle a publiée à la fin de l'année dernière. On aurait dit qu'elle retenait ses larmes. Et j'ai essentiellement donné mon avis. Je pense que l'entreprise, à mon avis, a en fait géré la situation aussi professionnellement que possible compte tenu de la tempête de rumeurs sur Internet qui précédait ce moment, des gens suggérant qu'elle était poussée vers la sortie, d'autres disant qu'il y avait des problèmes. Ils essayaient de créer un clone de Brett Cooper. Mais il était évident, comme je l'ai dit au public, qu'il y avait au moins un certain niveau de drame impliquant son ancienne, désormais ex-meilleure amie et demoiselle d'honneur à son mariage, plus tôt cette année-là. Qui l'avait remplacée? Une jeune femme qui était auparavant sa productrice, nommée Regan Conrad. D'accord, Brett Cooper a arrêté de suivre cette fille. C'est pertinent par rapport à ce que je vais dire dans un instant. Elle a arrêté de la suivre. Elle l'a supprimée de tous ses réseaux sociaux et en plus, elle l'a effacée des photos de mariage qu'elle avait publiées. Donc il n'y a pas de débat ici. Elles ne sont clairement plus amies. D'accord? Très bien. Les amitiés se terminent. Encore une fois, ce n'est pas la fin du monde. Alors, plus vite que quiconque aurait pu le prévoir, ils ont tout simplement lancé la nouvelle section de commentaires sans Brett Cooper. Et il semblait que Regan se comportait exactement comme Brett, et ce n'était pas bon. Le public a tout simplement rejeté l'émission. Et je ne parle pas de « peut-être qu'avec le temps, on va s'y habituer ». Je parle d'une chute nette de 90% de l'audience qui semble empirer chaque semaine. Donc je vous montre ça très rapidement ici. Voici les vues quand Brett Cooper était l'animatrice de la section commentaires. Vous pouvez voir qu'elle faisait en moyenne, je dirais, 1 demi-million de vues. Et puis elle atteignait 1 million, voire 2 millions de vues sur certaines vidéos. Et voici les vues aujourd'hui. Voici l'aperçu aujourd'hui. Donc au maximum 54 000 vues, c'est le chiffre le plus élevé que je vois sur cette capture d'écran. Au plus bas, 19 000 vues. C'était publié il y a 16 heures. Donc on est peut-être à une moyenne de 30 000 vues par épisode. C'est une énorme chute. Comme je l'ai dit, le marché a réagi, le marché a répondu, le marché a dit non. Et tout ce que vous lancez en tant qu'entreprise ne fonctionne pas forcément, et c'est simplement la vérité. Vous prenez beaucoup de risques, et parfois ces risques ne paient pas. Par exemple, quand j'étais au Daily Wire, je faisais segments d'émissions de cuisine et les gens n'aimaient pas. Je pensais que ma cuisine était bonne. Les gens ne voulaient pas voir Candace cuisiner. Ils veulent voir Candice raconter potin. Ils veulent avoir Can parler de divers sujets. Très bien. On a simplement laissé tomber. Votre rôle en tant que PDG, quand vous dirigez une entreprise, c'est de vous adapter. Vous essayez quelque chose, vous le proposez au marché. Le marché réagit. Soit vous développez parce que vous avez vu juste, soit vous arrêtez quand vous vous êtes trompé. Plus que tout, dans un poste de direction, votre rôle est simplement de vous adapter au marché. D'accord. Il ne s'agit pas de blâmer le marché ni de lui dire qu'il a tort, mais simplement de s'adapter. Alors,
Avançons jusqu'au mois dernier et je commence à recevoir des appels vraiment étranges et très spécifiques de journalistes. Bon, d'abord, ma responsable des relations publiques est informée à la fin de l'année dernière. Et voici exactement ce qu'on nous a dit. Vous savez, en janvier, il va y avoir un grand article élogieux. En fait, cette fuite nous est parvenue du Hollywood Reporter. C'était un journaliste du Hollywood Reporter qui parlait d'un autre journaliste chargé, selon lui, d'écrire un article élogieux sur Ben Shapiro. Pourquoi cet appel? Candace, tu seras incluse. Pourquoi suis-je incluse? Ça n'a aucun sens. Peu importe. On reçoit un appel bizarre où on me pose des questions sur Brett Cooper et je me dis juste que je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je ne veux littéralement rien avoir à faire avec ça. Donc, le 13 janvier, ils ont publié cet article, Hollywood Reporter, sur la façon dont Ben Shapiro a conquis le MAGAverse. D'accord, c'est tout à fait très bien. Seth Abramovich, indeed. D'accord. Mais enfoui dans cet article d'abord, bien sûr, paragraphe obligatoire, un coup de poignard à Keith Owen. Elle est Hitler, Adolf Hitler, la seconde venue. Et puis soudain, une petite pique à Brett Cooper. J'essaie en quelque sorte de jeter un peu de boue. Maintenant, cela vient du journaliste, mais il a écrit. Des utilisateurs conservateurs des réseaux sociaux ont théorisé que les opinions de Cooper sur Israël et le Hamas lui avaient coûté son emploi. Mais l'entourage de Cooper rejette cela. En réalité, personne n'a théorisé cela. Et si c'est arrivé, c'était dans un tout petit coin d'Internet. Peut-être avez-vous vu un ou deux tweets. Personne, dans toute cette explosion autour du départ de Brett Cooper du Daily Wire, ne parlait d'Israël et du Hamas. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas le sujet sur Internet. Donc j'ai trouvé ça extrêmement étrange qu'on me pose alors des questions à ce sujet à propos de son tweet Gripper. Un Gripper tweet à son sujet? Je me dis, mais de quoi on parle même? C'est une fille de 23 ans. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Et pourquoi essayez-vous de nous associer dans cet article? C'était bizarre. Peu importe, laisse tomber. J'ai fait un commentaire du genre. En gros, je ne sais même pas de quoi vous parlez. 4 jours plus tard, on me recontacte. 4 jours plus tard, c'est le Spectator qui me contacte avec un angle similaire, essayant de faire passer l'idée que Brett Cooper pourrait être antisémite comme Candace. Maintenant, c'est le Spectator. Donc, on sait que celui qui fait fuiter ça à la rubrique potence du Spectator est évidemment un boomer. Elle est de la génération Z. Célèbre sur TikTok, ce genre de choses ne circule pas dans ces milieux. C'est comme les vieilles méthodes de relations publiques. Allons contacter mon contact au Spectator et leur demander de publier ça sur Brett Cooper. Et j'ai refusé de participer à ça parce que, franchement, je trouve ça tellement malsain de s'en prendre à une fille dont la vie ne fait que commencer. Elle vient juste de se marier. Elle a 23 ans. Peu importe ce qui s'est passé, d'accord. Laissez-la avancer dans sa vie. Pourquoi essayons-nous de salir sa réputation pour quelque chose dont nous savons pertinemment que ce n'est pas vrai? Voici le titre de l'article pour vous montrer à quel point c'était flagrant. Il s'intitulait « Que se passe-t-il entre Brett Cooper et Candace Owens ?» La réponse est « Rien. Il n'y a rien. » Mais encore une fois, ils essaient simplement de salir son nom. Se rendre compte que Candace doit faire face à toute l'ADL qui l'attaque et l'accuse d'antisémitisme, ce serait pas mal si on en jetait un peu aussi sur Brett Cooper. Donc, avant même qu'elle commence son émission. Et ce qui était vraiment étrange, c'est que c'était exactement le même schéma. Quand j'ai quitté le Daily Wire, tous ces journalistes écrivaient essentiellement à propos de mes likes sur Twitter. Ils disaient « Candace a aimé un post affirmant que les Juifs boivent du sang chrétien ». Évidemment, ce n'était pas vrai. J'avais aimé un post qui contenait plus que cela. Et puis la personne a fait une blague. « Es-tu ivre de sang chrétien, Rabbi Shmuel ?» C'est le contexte. Mais ensuite, tous ces comptes ont commencé à partager que Candace pense que les Juifs boivent du sang chrétien. Donc, c'était exactement la même chose qui était maintenant faite à Brett Cooper. C'était une focalisation excessive sur un like parce que Brett Cooper, qui aime tous mes posts parce qu'on travaille ensemble, j'aime tous ses posts aussi. J'aime tous les posts de Matt Welch. J'aime ceux de Michael aussi. Si ça passe sur mon fil, je les aime tout simplement. Et elle a aimé un post qui était un récapitulatif, comme un bilan annuel de tout ce qu'on a fait. Et dans ce post, caché dedans, il y avait moi en train de parler de mon point de vue sur la Palestine et Israël. Donc, ils prennent un like et le traduisent par « Brett Cooper est antisémite ». Et c'est ce qu'il y a dans cet article du Spectator. Regardez ça. Le fait que Cooper ait aimé le post d'Owens a soulevé des questions. Est-ce que Cooper est d'accord avec la position d'Owens sur la guerre à Gaza? Cela pourrait-il être lié à son départ du Daily Wire? Et prévoit-elle de collaborer avec Owens à l'avenir? Et Cooper répond, Brett répond, elle dit « J'aime beaucoup de posts Instagram de mes amis parce que nous sommes amis. Je ne comprends pas pourquoi le fait d'aimer le post de fin d'année de mon ami il y a 1 mois fait la une de l'actualité internationale. » Mais ce journaliste continue d'insister. Il demande si le like de Cooper sur le post d'Owens reflétait un changement de position sur Gaza ou un acte de solidarité post-Daily Wire.
Elle répète encore une fois, quand le post d'un ami apparaît sur mon fil, je l'aime, comme le font les amis. Franchement, ça me met vraiment mal à l'aise. Je dis juste ça me met vraiment mal à l'aise. Plus tard dans l'article, il y a un moment où, encore une fois, personne n'a vu cet article parce qu'il était derrière un paywall. Je ne l'ai vu que parce qu'ils m'ont demandé d'y participer. Et je vais vous dire ce que j'ai dit pour l'article d'ailleurs, c'est ma citation exacte. J'ai dit « Candace Owens est trop enceinte pour commenter. Je ne veux pas m'impliquer là-dedans. C'est mesquin. Ça devrait être en dessous de tout le monde, peu importe qui orchestre ça en coulisses. C'est ridicule. » Mais ensuite, on est passé à un moment un peu étrange où Jeremy fait un commentaire et dit « Il y a un an, Brett m'a dit que si jamais elle quittait la section des commentaires, Reagan devrait la remplacer. » Daily Wire, le PDG Jeremy Boring. Le co-PDG de Daily Wire, Jeremy Boring, a déclaré à Cockburn « 6 mois plus tard, Brett a dit qu'elle voulait partir et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Reagan, en plus d'être la productrice de la section des commentaires depuis 2 ans, est un immense talent et un excellent choix pour reprendre l'émission. » Mais regardez la réponse de Cooper à cela. Elle répond et dit « Je n'ai pas choisi Reagan. » Elle a 2 commentaires qui sont complètement contradictoires. Elle n'en dit pas beaucoup, mais elle dit qu'elle conteste ce qu'il a dit ici et ça meurt tout simplement sur Internet parce que je ne partage pas cet article. Je me fiche de cet article et je trouve ça bizarre. Je trouve que le timing de cet article est étrange. Bon, cela nous amène à aujourd'hui, ou plutôt à cette semaine, devrais-je dire, et à cette vidéo qui commence à circuler. 4 jours plus tard, le 17 janvier, Brett a directement contesté le récit de Jeremy dans un article. Personne ne l'a vu. C'est derrière un paywall. Peu importe. La génération Z ne lit pas ce genre de choses. Bref, avançons jusqu'à cette semaine et il y a un modérateur dans une communauté Twitter. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une communauté sur Twitter. Je ne savais même pas que Twitter avait cette fonctionnalité. Et la communauté s'appelle Daily Wire Fan Club et il publie ceci. D'accord. Il publie que c'est extrêmement bouleversant et pénible que Brett Cooper ne prenne même pas la peine de défendre Reagan Conrad. Surtout que Brett l'a recommandée comme remplaçante de l'animatrice de la section commentaires auprès de Jeremy Boring. J'espère seulement que Brett finira par publier une déclaration quelconque pour contrer ces rumeurs malveillantes. Bon, le parking mis à part, tout d'abord, il est très clair que ce compte fait semblant d'être un homme. Aucun homme ne commence un tweet par « C'est extrêmement bouleversant ». Tu parles d'une fille de 23 ans. Si tu es l'adulte sur la photo, tu as vraiment besoin de te trouver une vie. Extrêmement bouleversant. Oh là là. Et maintenant, je vois qu'un nouveau récit est en train d'émerger, à savoir que Brett Cooper serait une mauvaise amie. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je regarde cette vidéo et apparemment, je vais vous donner le contexte ici. Jeremy Boring, le co-PDG de Daily Wire, a publié un commentaire et je pense qu'il est tout à fait juste de le qualifier d'extrêmement passif-agressif. D'accord. Donc, je regarde ça, je me dis, est-ce que c'est juste moi ou est-ce que quelque chose cloche vraiment? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Et il s'avère que tout Internet l'a perçu exactement de cette façon. Et maintenant, c'est partout et les gens commentent à quel point c'est vraiment étrange. Et donc, pour introduire cela, je ne sais pas pourquoi il répond à des questions. C'est possible. On faisait ce genre de choses avant, comme vous pouviez nous poser des questions. Mais c'était généralement pour l'animateur. Je ne connais pas le contexte, si c'est un T-All Access live ou non, mais quelqu'un lui a posé une question à propos de commentaires méchants et de retours négatifs que Reagan Conrad recevait sur son émission. L'émission ne décolle pas du tout. Il y répond. Et là, je paraphrase en disant, en fait, il dit explicitement que Reagan est incroyable. Et aussi, la section des commentaires n'était pas celle de Brett. En gros, nous avons créé l'émission au Daily Wire. Brett est extrêmement talentueux. Il dit qu'elle est talentueuse, qu'elle est géniale. Elle s'est appropriée l'émission. Mais aussi, le succès est dû à notre département marketing. En gros, ce n'est pas seulement Brett, c'est à nous. Et d'ailleurs, Reagan a produit l'émission et a aussi aidé à écrire IT. Je vais maintenant passer à ce YouTuber appelé The Quartering qui va expliquer exactement ce que Jérémy dit dans cette vidéo afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Je pense honnêtement au cantonnement. Chaque pensée que j'avais en tête en le regardant, il l'a en quelque sorte dite comme ça. Voici la première chose. Ce que Reagan n'a pas fait, c'est suivre des cours de théâtre pour ressembler davantage à Brett Cooper. C'est tout simplement complètement absurde. Et ça m'a un peu blessé que Brett n'ait pas fait plus pour défendre son ami. Ouah. Alors maintenant, vous savez, un gars qui vaut 100 millions de dollars d'une entreprise d'1 milliard de dollars dit que Brett Cooper a vraiment blessé ses sentiments personnels parce qu'elle n'a absolument pas défendu Reagan qui en fait ne l'est pas du tout. Jeremy Boring n'est pas lié à Jeremy Boring, n'a rien à voir avec Jerry. Pourquoi ses sentiments sont-ils blessés?
Il essaye de la culpabiliser pour qu'elle fasse une sorte de déclaration pour promouvoir son ancienne émission, ce qu'elle n'a absolument aucune obligation de faire. Et puis, ils ne sont pas amis. Et donc, la façon de s'exprimer laisse entendre qu'ils sont actuellement amis et que par conséquent, vous savez, je veux dire, tout le monde sait qu'ils ne sont pas amis. Alors pourquoi seriez-vous blessé par le fait que quelqu'un ne fasse pas la promotion de l'émission de son ancien ami? Et aussi, je vais poser la question, peut-elle même s'exprimer à ce sujet? Parce que ça n'en a vraiment pas l'air. Et les NDA sont la norme dans notre secteur. Donc ça, c'est aussi une autre question. Ensuite, on arrive à une partie où il parle des cours de théâtre. Et je vais laisser Quartering s'occuper de cette partie aussi. Reagan est extrêmement talentueuse. Elle a joué un rôle énorme dans le développement de la section des commentaires ces 2 dernières années et je ne l'ai jamais envoyée à un cours de théâtre. Elle ne m'a jamais demandé de l'envoyer à un cours de théâtre. Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour ressembler davantage à Brett. Si quoi que ce soit, vous savez, nous lui avons dit, faites en sorte que l'émission soit autant que possible la vôtre, tout en conservant le format. Mais elle est comme Brett parce qu'ils sont amis et collaborateurs ont été collaborateurs dans la série, ce qui est en fait ironique parce que j'ai envoyé Brett à divers types de cours en tant que Oh, the beautiful ombre, the lovely ombre. Oh, un chien. Ce ne sont pas des cours de théâtre, mais c'est une actrice formidable. Et depuis tout le temps que je la connais, elle l'a toujours été, comme cela sera évident lorsque vous verrez le cycle Pendragon. Mais je lui ai fait prendre des cours de danse et de chant en préparation pour son rôle dans Blanche-Neige. Je l'ai envoyé à des séances de coaching de dialogue pour l'aider dans son rôle dans le cycle PND d'Urgon. Et c'est bien, c'est comme... j'ai l'impression que c'est un peu un genre de compliment à double tranchant. En gros, il dit genre, eh bien, j'ai dû faire tout ça pour Brett Cooper, mais il l'enrobe en... C'est comme un compliment sandwich. Il dit, oh oui, elle est vraiment géniale. Bon, je lui ai fait prendre des cours de danse, des cours de chant, des cours de dialogue, ce cours-là, ce cours-ci. Tellement vrai, mais elle est fantastique. C'est typiquement le discours passif-agressif d'un patron qui fait un compliment sandwich. C'est comme ça que je l'ai compris. Ça m'a vraiment semblé être un compliment à double tranchant. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive en ce moment, pourquoi les gens ne peuvent pas simplement passer à autre chose et se séparer à l'amiable, ou si ce n'est pas à l'amiable, juste passer à autre chose quand même. Elle a 23 ans et encore une fois, dans cette déclaration, il dit qu'ils sont amis. Tu sais, ils sont amis. C'est pour ça qu'ils agissent de la même façon. Ils ne sont pas amis, il sait qu'ils ne sont pas amis. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas amis. Alors, quel est l'intérêt de répondre à une question et de dire ça? Peut-être qu'ici, je devrais être indulgent. Peut-être qu'il est vraiment la seule personne au monde à ne pas savoir que ces deux filles ont eu une énorme dispute dont tout Internet a parlé à cause de sa reprise de l'émission. Peut-être qu'il est le seul à ne pas savoir que Brett a arrêté de suivre Reagan et a tout supprimé. Peut-être que c'est vraiment le seul gars et qu'il se dit juste « Wow, je pense qu'il n'y a pas d'amis en ce moment ». Peut-être que c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il sait qu'ils ne sont pas amis et qu'il dit ça d'une manière dont je ne comprends absolument pas le but réel. Et ça ressemble vraiment à un compliment à double tranchant envers une fille de 23 ans. Et puis, il commence un peu à expliquer pourquoi le public n'accepte pas Reagan, pourquoi l'émission échoue. Et voici ce qu'il avait à dire. Et le public, chaque fois que Reagan animait en tant qu'invité la section des commentaires, l'adorait. Les commentaires étaient presque unanimement positifs. En fait, beaucoup des choses pour lesquelles on la critique maintenant dans les commentaires étaient justement ce que les gens appréciaient le plus chez elle. Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, elle ne remplaçait personne. Elle faisait simplement l'intérim. J'aime bien le bon sens de ce type. Comme tout le monde. Oui, c'est un peu différent si je dis « Hey, Brett va me remplacer ». Et je me disais « Oh mon Dieu, génial ». J'adorerais voir qu'ils sont amis. Et puis après, genre, je rigole, Brett faisait semblant d'être son ami et elle a poignardé Candice à la gorge et maintenant elle a son boulot. Il y a évidemment une différence dans la façon dont le public va recevoir ça. Il y a ici une compréhension émotionnelle qui, je pense, est peut-être ignorée. Mais maintenant, ça devient un peu comme si c'était la faute du public. Et voici comment il conclut cette réflexion sur le fait que le public n'aime soudainement plus cette émission. Alors qu'il ne savait pas que Brett quittait l'émission. Et pour cette raison, je sais que la plupart de ces attaques contre Reagan sont complètement injustes. Elles sont totalement de mauvaise foi. Les gens ne formulent pas vraiment ces critiques. Ils achètent, ils participent soit à l'élaboration, soit à l'adhésion à un récit qui a été construit par des personnes qui veulent que le Daily Wire échoue et que Reagan échoue dans ce rôle.
Et les deux seront déçus, car Reagan n'échouera pas dans ce rôle et le Daily Wire n'échouera pas. Nous continuons de grandir et de réussir, et le business est difficile, et nous traverserons cela. Il y a toujours une petite baisse d'audience après le départ d'un animateur très populaire d'une émission. Pour moi, c'est une dévalorisation énorme de la fonction de PDG. On dirait qu'il se livre à des drames et des mises en scène dignes du lycée, et qu'il essaie en même temps de salir le nom de Brett Cooper, tout en accusant simultanément le public de vouloir voir le Daily Wire échouer. C'est juste que non, ils aiment pas l'émission, mec. C'est aussi simple que ça. Ils n'aiment pas le nouveau présentateur de l'émission. Ça ne veut pas dire que quelqu'un souhaite leur échec. Je n'ai même jamais entendu parler ou rencontré cette fille, Reagan Conrad. Je pense juste que le public n'aime pas l'émission. Je pense qu'ils appréciaient Brett dans ce rôle. Et je ne pense pas qu'on puisse simplement blâmer le marché et dire « Eh bien, vous allez voir, nous allons réussir ». Il semble qu'il y ait une colère et une frustration sous-jacente parce que le public n'a pas aimé. C'est littéralement, on a vu ce même circuler sur Internet. C'est ce même pour la section des commentaires. Jeremy Boring tire sur la section des commentaires avec Brett Cooper, puis se retourne et dit « Comment Brett Cooper a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu nous faire ça? C'est bon. Tout à fait bien. » Et si vous pensez ou si vous vous voyez constamment comme une victime de cela, au lieu de simplement l'encaisser et de dire « il n'aime pas ça, laissez-moi créer autre chose ». Cela ne va pas changer. Vous savez ce que je veux dire? Il. Cela ne va pas changer. Et la section des commentaires relative aux commentaires de Jérémy sur la section des commentaires révèle qu'il s'agit simplement, soit dit en passant, des meilleurs messages dans l'ordre sous la vidéo des quartiers. Cela n'est en aucun cas interrompu. Le gars qui lui a fait signer un accord de confidentialité veut qu'elle parle de quelque chose dont elle n'a probablement même pas le droit. Oh oui, je suis sûre que ce n'est pas un piège. Ces gens sont vils. Cherchent-ils à détruire leur entreprise et leur crédibilité? C'est l'impression que ça donne. Personne suivante. Rien n'explique pourquoi Brett a arrêté de suivre Reagan et Jeremy sur tous les réseaux sociaux et supprimé les photos d'honneur. Comme si personne n'était dupe. Il est contrarié que la section des commentaires était une vache à lait avec Brett et il n'avait pas réalisé à quel point elle avait de la valeur. La seule raison pour laquelle le DW n'a pas lancé une chaîne pour Reagan, c'est qu'il ne voulait pas jeter les 4,7 millions d'abonnés et tout recommencer. C'était purement par cupidité et pour une question de chiffres, à mon avis. Je pense que Jérémy confond ses sentiments avec son portefeuille, puisque Reagan attire à peine 10% des vues que Brett faisait. Un bon PDG ne passe pas son temps à parler de ses sentiments. Pourquoi s'en prend-il publiquement à Brett? Ne peut-il pas simplement l'appeler, lui expliquer le problème et lui demander de dire quelque chose? Cette tentative de l'humilier publiquement pour la forcer est écœurante. Jeremy Boring dit à 100% à ses employés que « ici, nous sommes une famille », juste avant de les jeter sous le bus que Ben conduit. Le fait que Brett n'ait rien dit et qu'elle ait arrêté de suivre Reagan sur les réseaux sociaux, en plus de tout le reste, me montre qu'il y a eu des sentiments blessés, c'est certain. Voici les 3 derniers. Quand on quitte un emploi, ce n'est pas à soi de s'impliquer dans les problèmes de son ancien employeur. C'est exact. Jeremy Boring s'en prend encore une fois à d'anciens employés, tout en les maintenant sous de stricts accords de confidentialité. Cela montre qui il est vraiment. Enfin, le DW a rendu un mauvais service à Reagan en essayant de l'imposer dans l'émission de Brett au lieu de lancer sa propre émission. Et je pense vraiment que s'ils avaient prêté attention aux commentaires et à ce que les gens disaient pendant que tout cela se passait, au lieu de simplement penser qu'ils pouvaient faire ça et remplacer, ils ne se retrouveraient pas dans cette situation aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, c'est extrêmement injuste. C'est ridicule de supposer que les gens sont contre vous ou que quelqu'un coordonne quoi que ce soit. Je ne connais pas The Quartering. Joe Rogan en parlait hier avec Warren Smith. Comme le gars qui s'est fait virer pour avoir été raisonnable sur la question trans. Il est passé sur le Daily Wire, il suit cette saga et en parle à Joe Rogan et il remet en question les décisions commerciales du Daily Wire. Il n'y a aucune conspiration ici. C'est un événement important qui s'est produit. Les gens ont le droit d'y réagir. Les gens ont le droit de s'en inquiéter. Et si vous continuez à blâmer les autres, et en particulier à blâmer une fille de 23 ans, ça ne va pas donner une bonne image, tu sais. Et à quiconque, dans l'ombre, essaye d'orchestrer ses articles sur Brett, c'est vraiment malsain. C'est une jeune fille. Il faut parfois savoir rompre sans que ça tourne au drame. Et je n'insinue pas que c'est le Daily Wire. Je vous dis exactement qui m'a contacté. Hollywood Reporter et Le Spectateur. Je dis simplement que peu importe qui fait ça, c'est une sale affaire et ça n'aide pas les entreprises que vous pensez aider. Ça n'aide certainement pas l'émission de Reagan d'essayer de salir Brett Cooper, qui n'est même pas encore revenu, mesdames et messieurs. Cela dit, nous inclurons un lien vers la nouvelle chaîne YouTube de Brett Cooper sous cet épisode, parce que je veux la soutenir, parce que je comprends ce qu'elle traverse.
Je trouve vraiment injuste qu'elles doivent traverser ça à un si jeune âge. Et elle est tellement formidable, tellement gentille, tellement élégante, et elle a géré cette situation de la meilleure façon possible. Certainement pas comme je l'aurais fait à plus de 25 semaines de grossesse. Donc, on va s'arrêter là-dessus avant de passer à des sujets sur Blake Lively, ce qui m'enthousiasme beaucoup. Mais d'abord, je veux vous annoncer une excellente nouvelle parce qu'on adore évidemment Preborn. Il existe donc le traitement de réversion de la pilule abortive qui offre aux femmes une seconde chance de choisir. Cela permet de redonner la vie à des bébés. En vous associant au ministère Preborn, vous donnez aux femmes le pouvoir d'inverser la malédiction. Ce que vous ignorez, c'est que même si Roe annulé et que l'avortement fortement restreint dans de nombreux États, la pilule abortive a supplanté les avortements chirurgicaux, représentant plus de 60% de tous les avortements. Les cliniques Preborn sont prêtes à accueillir les femmes dans leurs moments les plus sombres. Elles les accueillent avec l'amour de Dieu et des services gratuits pour les aider à choisir la vie. Grâce aux échographies et au protocole de réversion de la pilule abortive, Preborn a sauvé plus de 300 000 vies. Vous pouvez bien commencer cette nouvelle année en soutenant la vie et en faisant un don à Preborn. Aujourd'hui, une échographie ne coûte que 28 $ et 140 $ permettront de sauver 5 bébés. Pour faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». Encore une fois, c'est dièse 250 bébés ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com Candace. C'est preborn.com Candace. Un mot également sur American Financing. Excellente entreprise. Beaucoup d'Américains ont d'importants soldes sur des dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. Il est temps de reprendre le contrôle de cela. Si vous êtes propriétaire et que vous cherchez à mettre de l'ordre dans vos finances, vous devez appeler mes amis d'American Financing dès aujourd'hui. Les conseillers hypothécaires d'American Financing rémunérés sur salaire aident les propriétaires à utiliser la valeur nette de leur maison pour se libérer des dettes à taux d'intérêt élevés. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois à leurs clients. Un appel de 10 minutes, gratuit et sans engagement pour découvrir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez pas à faire les 2 paiements hypothécaires. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui au 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 800-795-1210 ou vous pouvez les visiter sur Internet à americanfinancing.net/owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/owens. OK, donc j'étais censée me déconnecter hier. Puis, je me suis rendu compte que j'avais en quelque sorte offert à tout le monde un podcast gratuit sur mes comptes Instagram parce que je n'arrêtais pas de partager le mème du chat. Pas le mème du chat, c'est l'emoji chat. C'est mon emoji préféré, celui où je suis comme ça. Et ça a été moi en suivant la saga Blake Lively. Donc, je suis vraiment désolée pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas la culture pop. Mon émission est juste un mélange de tout. Je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à la culture. Un jour, on fait une analyse approfondie sur Kamala Harris. La semaine prochaine, on parlera d'Emmanuel Macron. Mais là, j'ai ce truc avec Justine Baldoni. L'affaire Blake Lively m'obsède en ce moment. Et donc, une femme a dit aujourd'hui sur Instagram, c'est notre empire romain et c'est vrai. C'est notre empire romain en ce moment. Alors, pardonnez-moi, je sais que j'ai dit il y a quelques jours que je n'allais plus en parler, mais j'ai eu des infos. C'était moi, j'ai eu des infos incroyables. D'abord, passons à ce titre, cette petite mise à jour dans le Daily Mail. Le Daily Mail dit que Ryan Reynolds tente désespérément de sauver son image au milieu de la bataille judiciaire à 400 millions de dollars de sa femme Blake Lively avec Justine Baldoni. Donc maintenant, il est préoccupé et enfoui dans cet article. On nous dit que des sources internes affirment que c'est Reynolds qui a poussé pour cette demande choc d'une ordonnance de bâillon, car ils viennent tout juste d'en faire la demande. Et c'est une tentative désespérée pour éviter toute perturbation de ses projets à venir et pour le personnel de son entreprise, car il dirige une société appelée Maximum Effort Production. Et pour le bien-être de sa femme, eh bien, n'est-ce pas opportun? Selon la citation donnée au Daily Mail, Ryan a joué un rôle moteur dans la demande d'une ordonnance de bâillonnement pour l'avocat de Justin. L'initié l'a déclaré en exclusivité à dailymail.com. La société de production de Ryan a beaucoup de projets en cours en ce moment, et Ryan serait dévasté si cela avait un impact sur ceux-ci, car c'est injuste pour ses collègues et les personnes qui travaillent dans son entreprise. OK, Ryan, nous commençons à te voir tel que tu es. Assez drôlement. Apparemment, il y avait un médium qui est passé dans l'émission. J'aurais dû retrouver l'extrait pour que vous puissiez le regarder. Et il a prédit avant-hier que toute cette histoire autour de Blake Lively allait changer et que ça allait concerner Ryan Reynolds et que ce serait mauvais pour Ryan Reynolds. Elle a dit cela à Drupinski. Et je ne le savais pas. Et quand j'ai reçu mon tuyau hier, j'ai commencé à le partager parce que je me disais, c'est la seule chose qui a du sens. La personne qui m'a écrit a dit qu'elle avait travaillé sur le tournage de It Ends With Us. D'accord? Et que le méchant dans toute cette histoire, ce n'est pas Blake Lively, ce n'est pas Justin Baldoni, mais c'est Ryan Reynolds.
Et maintenant, je le regarde et je me dis juste, comment ai-je pu ne pas voir? Il se fait injecter du Botox dans le front. Bien sûr, c'est un fou, évidemment. Évidemment, ce qu'ils ont essentiellement dit, c'est que voici ce qui s'est passé. Ils ont dit que sur le tournage, il y a ce qu'on appelle les daily, c'est-à-dire toutes les images tournées en une journée. Ils ont dit qu'un jour, Ryan Reynolds est arrivé sur le plateau. C'est l'histoire de fond. Il arrive sur le plateau, examine les rushs, les images brutes, tout ce qui a été tourné aujourd'hui, examine le script, puis il entre dans sa caravane, soi-disant. Ne me bâillonnez pas et ne me poursuivez pas en justice, Ryan Reynolds. Ouais, je ne veux pas être impliqué dans leur drame. Je dis simplement à mon public ce qu'on m'a dit. Il entre dans la caravane de Blake Lively et ils se disputent. Tous les assistants de production ont entendu la dispute. D'accord. Maintenant, quelle était la cause de cette dispute? Nous ne savons pas, mais on peut supposer que cela avait un rapport avec ce qu'il a vu dans les rushs, ce qu'il a lu dans le script. Qui sait même ce qui l'a poussé à venir ce jour-là? Et la personne dit qu'à partir de ce jour-là, il a commencé à s'impliquer, qu'il est devenu en quelque sorte son chaperon sur le plateau. Il était là pratiquement tous les jours, impliqué dans les projets, voulant réécrire des répliques, et soudainement, Ryan Reynolds essayait de reprendre le projet à Justin Baldoni. C'est avant tout absolument fascinant parce que je n'avais même pas envisagé l'angle selon lequel il y aurait eu une sorte de dispute entre Blake Lively et Ryan Reynolds qui aurait tout changé. Mais ça a du sens quand on regarde la plainte parce que Justin Baldoni dit « Nous lui avons proposé un coordinateur d'intimité » et elle n'était pas d'accord avec ça. Puis soudainement, dans sa plainte, que j'appelle maintenant la plainte de Ryan Reynolds, elle dit « Il n'y avait pas de coordinateur d'intimité ». Et lui, il dit « Elle était totalement à l'aise et plaisantait avec moi à propos de tout ça ». Et puis tout à coup, dans la plainte, elle dit « Pourquoi est-ce qu'il improvise tout court ?» Comme si on devait rester dans son personnage en permanence. Ce qui est une chose étrange à dire pour n'importe quel acteur ou actrice, parce que improviser fait partie du métier. Moi, je n'ai fait que du club de théâtre quand j'étais en genre 4e. Je crois que j'étais un munchkin dans Le Magicien d'Oz. Mais même moi, je savais qu'il fallait improviser parce qu'il faut savoir improviser. C'est tout l'intérêt. Quelque chose peut mal tourner et il faut être capable de réagir sur le moment. C'était étrange de dire qu'il n'était pas dans son personnage. Mais quand on ajoute qu'elle était d'accord avec tout jusqu'à un certain jour, ça commence à avoir du sens. Alors passons en revue certains de ces éléments. La personne m'a alors dit que ce qui a suivi, c'était essentiellement Justin Baldoni complètement pris de court par Ryan, qui essayait juste de le dominer et de lui montrer que peu importe qui tu es, c'est moi la star. Je suis Ryan Reynolds. J'ai une liste. Des amis. Je suis amie avec Taylor Swift. Je suis amie avec Hugh Jackman. Je suis la personne qui joue Deadpool. Et c'est à ce moment-là que cette personne était un contact solide. Donc, ce n'est pas juste un petit potin. C'est plutôt que je me suis senti bien de recevoir cette information d'une autre personne qui a dit que c'était Ryan Reynolds qui était entré chez WME. D'accord. C'est-à-dire Endeavor. Ça s'appelle aussi Endeavor. C'est la plus grande agence de talent au monde. Tous les célébrités y sont, de Taylor Swift à Justin Baldoni. Et il a dit, c'est nous ou c'est Tim. En gros, soit vous laissez tomber Justin Baldoni, soit vous nous perdez tous. Et évidemment, ça pèse un peu chez Endeavor quand on est ami avec Taylor Swift. Voici donc l'article sur ce qui s'est passé ensuite. Vous pouvez voir que Justin Baldoni a été lâché par WME à la suite des accusations de harcèlement sexuel portées par Blake Lively. Cette personne me dit que c'est Ryan qui a orchestré ce renvoi à 100%. Et c'était un ultimatum qu'il a directement posé à leur porte. Donc Ryan avait l'impression d'avoir gagné. Il avait relégué Justin Baldoni, comme nous vous l'avons montré, au sous-sol lors de sa propre avant-première, alors que c'était son film et que sa société de production en avait acquis les droits. Justin Baldoni, au sous-sol avec sa femme et sa famille, fêtant ça à côté de bouteilles d'eau d'Assani, essayant d'en tirer le meilleur parti. Et maintenant, il se fait lâcher. La plainte civile est déposée. Et Ryan se dit « on a gagné ». Ce que Ryan n'avait pas réalisé, ou plutôt ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que Justin Baldoni partage cette société de production, Wayfarer Studio, avec un type qui est milliardaire. D'accord? Donc Taylor Swift a peut-être de l'influence, mais l'argent reste l'argent. D'accord? Et ce type a gagné énormément d'argent dans les années 1990. C'est un gars très grand, d'ailleurs. Je pense que Justin Baldoni mesure 1,82 m. Et ce type, Steven Sorofsky, passe simplement le reste de sa vie à essayer de faire de bonnes choses. Donc, c'est un article. Il vit à Chicago et il paraît que le nouveau milliardaire de la ville n'a pas l'intention de mourir. 1. Il ne veut pas mourir milliardaire. Son plan pour Steve Saowitz et sa femme est de donner $1 milliard à des œuvres caritatives au cours de leur vie. C'est beaucoup. Il est tellement riche que son nouvel objectif est de donner $1 milliard.
C'est comme si c'était ce à quoi nous aspirons tous. Et ce type, comme je l'ai dit, c'est juste Dr. Dude. Il n'a aucune voix rauque, aucune course. Il voulait fonder Wayfarer Studios pour créer et donner vie à des histoires qui portent de très beaux messages. Et je n'ai pas lu ce livre, It Ends With Us, mais apparemment, il y a un très bon message. Et apparemment, ce qu'on m'a dit, c'est que Justin Baldoni est vraiment l'un de ces grands cœurs sensibles, tout comme ce gars Steve Swofsky. Et il voulait juste faire de bonnes choses. Et ce sont de vrais féministes. Du genre, comment pouvons-nous donner vie à des histoires qui racontent les luttes des femmes? OK, peut-être pas quelqu'un qui m'inviterait à prendre le thé, mais bon, mors-moi pour le thé, mais peu importe. Donc ce type, sans raison, à cause de Ryan Reynolds, se retrouve sur la liste noire d'Hollywood. C'est comme ça que ça marche. Endeavor dit « tu es dehors, tu es dehors ». D'accord? Quand Taylor Swift dit que tu es dehors, tu es dehors. Je ne dis pas qu'elle l'a fait, mais je dis que je suis sûre que son nom a eu un certain poids, du genre « on va partir et Taylor Swift est la marraine de tous nos enfants ». Et ce type ne compte pas se laisser faire. Et donc, ce que j'entends, c'est que c'est lui qui a un peu dit « hé, ce n'est pas normal », que tout cela arrive à cause de l'ego ou de la jalousie de Ryan Reynolds. Un petit homme qui est devenu jaloux, est venu sur le plateau, est devenu jaloux et essaie essentiellement de détruire le film, de détruire cette société et de faire mettre sur liste noire à Hollywood une véritable bonne entreprise en utilisant ses contacts de la liste A. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas la première fois que, lorsque l'on commence à reconnaître que cela pourrait être un problème de personnalité de Ryan Reynolds, on se rend compte que Ryan Reynolds a déjà été accusé d'être contrôlant. Rappelons-nous qu'il sort avec des femmes qui ont environ une décennie de moins que lui. Il épouse des femmes plus jeunes que lui. Quand il a rencontré Scarlett Johansson, avec qui il a été marié en premier, elle avait 20 ans, lui en avait 28 ou 29. Et puis, ils se sont mariés et personne ne savait vraiment pourquoi ils ont divorcé. Mais la fois où Scarlett Johansson s'est le plus approchée de suggérer la raison de leur divorce, c'était pour le magazine Elle. Quand elle en parlait, elle a dit ceci et je vais vous montrer. Elle parlait à Cosmopolitan. Scarlett, sans citer de nom, a déclaré que la logistique d'être ensemble en tant qu'acteur est compliquée. Il faut vraiment comprendre comment partager son temps. Surtout lorsque les carrières des deux personnes avancent au même rythme ou même si l'une est plus réussie que l'autre, cela pose aussi des difficultés. Il peut y avoir un aspect de compétition, ajoute l'auteur. C'est toute l'explication que vous obtiendrez jamais de Scarlett à ce sujet. Mais puisqu'elle est actuellement avec un marchand d'art, on suppose qu'elle ne parle pas de sa relation actuelle, mais très probablement des 3 années qu'elle a passées mariée à Ryan Reynolds, qui, comme vous le savez peut-être, est acteur. D'accord, donc c'est elle qui parle de sa relation et des raisons pour lesquelles elle a peut-être échoué. Et quand on commence à réaliser que tout cela se passait en arrière-plan avec Ryan Reynolds et qu'il était sur le plateau tous les jours, on comprend à quel point il était impliqué dans un film qui n'avait rien à voir avec lui. Donc, nous savions qu'il y avait eu une explosion. Ils se sont disputés violemment. Ryan Reynolds aurait crié au visage de Justin Baldoni dans son appartement. Justin Baldoni a déclaré qu'il était humilié de ne jamais avoir été crié dessus comme ça de toute sa vie. Et malgré cela, Ryan Reynolds s'est injecté lui-même et a amené ses amis de la liste A sous la forme de Hugh Jackman Wolverine sur le plateau pour créer des promos. OK, les promos se terminent là où ça se termine avec nous. Mais dans cette promo, il s'en prend très clairement à Justin Baldoni. Écoutez ce qu'il dit. Oh mon Dieu. Cool. Ce n'est pas tous les jours qu'un mari a l'occasion d'interviewer l'amoureuse de sa femme dans un film. C'est un peu fou. Je ne me souviens pas avoir vu cela au programme. Plongeons, d'accord? Alors je t'ai vu poser sur une photo avec Madame Reynolds. Comment l'appelles-tu? Vous avez un surnom? Non. Non, juste. Donc c'est Madame. D'accord. Non, ce n'est pas tous les jours qu'un gars a l'occasion d'interviewer l'amoureux de la femme de son meilleur ami. Et le gars qui essaie de remplacer Ryan en tant que mari, et moi, je suis son meilleur pote. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais à t'embrouiller avec la femme de mon meilleur pote? Monsieur, je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je commence à penser que vous, maintenant qu'on sait, d'accord, réfléchissez à ce qu'il dit. Il y a quelqu'un qui essaye de remplacer mon mari. La femme du mari de mon meilleur ami. C'est ça. La femme de mon meilleur ami. D'accord. En gros, il tourne ça avec Brandon Leonard parce que ce n'est pas Justin Baldoni, mais il sait que Justin Baldoni est probablement à 1,50 m. C'est le film de Justin Baldoni et c'est lui qui écrit ce scénario et je ne pense pas que ce soit vraiment un scénario. D'accord. Je pense que Ryan Reynolds fait le pont, il fait venir une star de premier plan en disant « Vous ne pouvez pas refuser ça. Nous faisons la promotion de votre film et c'est une star de la liste A qui est prête à le faire. » Mais en réalité, il essaye de deviner ce qui s'est probablement passé en coulisses ici.
Pour une raison ou une autre, Ryan s'est senti intimidé par la relation qu'il pensait peut-être naissante entre Justin Baldoni et Blake Lively. C'est ce qu'il dit dans son scénario. Et il a un schéma bien à lui. Ryan Reynolds, c'est sa spécialité. C'est un peu le Taylor Swift de l'industrie du cinéma. Quand il est contrarié par quelqu'un, il l'intègre dans un scénario. Et parfois, ce sont des personnes avec qui il travaille, des acteurs sur le plateau. Quand il se fâche ou qu'il s'énerve, il sort de son personnage, improvise et utilise le personnage pour rabaisser l'acteur. Comment le savons-nous? Parce que TJ Miller et ils se sont réconciliés après cela, je tiens à le préciser. Il en a parlé dans le podcast d'Adam Carolla. Il disait qu'il ne retravaillerait jamais avec Ryan Reynolds, affirmant en gros que c'était un vrai crétin et qu'ils avaient eu ce moment étrange où Ryan Reynolds avait utilisé son personnage de Deadpool pour littéralement le rabaisser dans la vraie vie. Écoutez ce que TJ Miller avait à dire. Nous avons eu un moment vraiment étrange sur Deadpool, où il a dit « faisons une prise de plus ». Et tout le monde était genre « d'accord ». Et moi j'ai dit « oui, ça me va ». Et puis, dans la peau du personnage, il a été horriblement méchant avec moi, mais envers moi, cathartis. Comme si j'étais Weasel, tu vois. Alors il a dit « tu sais ce qui est génial chez toi, Weasel ? Vous n'êtes pas la star, mais vous faites assez d'expositions, partir et revenir à la réalité. » Riffing, combien de riffs ont été réalisés? Beaucoup. C'est un grand improvisateur. Et combien de cela Fait la coupe? Beaucoup. Et puis les trucs qu'ils ont gardés et que vous voyez dans la bobine, c'est en grande partie ce qu'il fait. Je fais du riff aussi, les deux. Les scénaristes étaient incroyables. Mais ce qui a mal tourné à ce moment-là, c'est arrivé. Tu y as réagi? J'ai juste un peu écouté et j'ai trouvé ça bizarre. Et puis je suis sorti de scène parce qu'ils ont enfin dit « couper ». Et puis je suis sorti de scène et j'ai traversé et toute l'équipe avait un comportement étrange. Et je suis allé voir Kate et je lui ai dit « c'était bizarre, non ?» Et elle a dit « c'était bizarre, c'était fou ». Et tout le monde se regardait en mode « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Donc ça, c'est le truc de Ryan Reynolds. C'est comme ça qu'il gère ses émotions. Il les canalise à travers ses personnages. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a dit dans cette scène? Oh, ce n'est pas tous les jours qu'on peut interviewer le gars qui essaye de draguer ta femme ou peu importe ce que c'était. Et il utilise Brandon Sennar. Mais il ne s'agit pas de Brandon Sennar. Il s'agit de ce que Ryan ressent à propos de Justin Baldoni. C'est ce que je crois qu'il se passe. Et tu le remarques encore une fois. Je sais qu'on vous a déjà montré ça, mais je vais vous le remontrer maintenant, parce que maintenant qu'on a le contexte que c'est Ryan qui a été déstabilisé à cause de quelque chose qu'il a peut-être vu dans les rushs, encore une fois, tout cela est supposé. Maintenant, revenons à cette belle scène de la piscine. On sait, d'après le procès, qu'il a inclus un passage où il disait que sa femme venait d'accoucher et qu'elle perdait du poids. Et il se moquait en gros du fait que Justin Baldoni est un féministe et qu'il a un podcast féministe. Regardez maintenant cette belle scène de la piscine où il a décidé de glisser une pique à Justin Baldoni. Qui es-tu? Oh, je suis Deadpool. Et je suppose que tu es aussi un Deadpool. Mais ici, tout le monde m'appelle Nispool. Oh mon Dieu, attends de voir Ladypool. Elle est magnifique. Elle vient d'avoir un bébé aussi, et elle ne peut même pas le dire. Je ne pense pas que tu sois censé dire ça. C'est bon. Je m'identifie comme féministe. Droite? Et il y a plus. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues dans le film et dans lesquelles il se moque plus explicitement de Justin Baldoni. Les gens remarquent même qu'il s'est coiffé comme Justin Baldoni. Les cheveux courts qu'il a en ce moment ne sont pas sa coiffure habituelle. C'était pour le film. D'habitude, il les attache en queue de cheval et ils sont longs. Donc, c'était vraiment fait pour être comme « je me moque ouvertement de toi et je dis tout ce que j'ai envie de dire tout en faisant semblant d'être dans le personnage ou même de promouvoir ton propre film ». Et ce schéma de comportement contrôlant de sa part, même en passant de ScarJo. Quelqu'un m'a fait remarquer, en fait, je crois que c'était Brett Cooper qui me l'a signalé et je l'ai partagé dans mes stories, que le réalisateur de Deadpool, le premier réalisateur de Deadpool, est un gars qui s'appelle Tim Miller et il a quitté le projet. Et la citation qu'il a donnée était essentiellement selon lui que le problème venait de Ryan Reynolds. Il a quitté la franchise parce que lui et Ryan Reynolds ne pouvaient pas s'entendre. Et il dit explicitement, selon ses propres mots, que Ryan Reynolds voulait, je cite, « contrôler la franchise ». Donc, Ryan Reynolds a des problèmes de contrôle et quelque chose qui s'est passé sur ce tournage l'a poussé à ressentir qu'il n'avait pas le contrôle sur ses relations. Maintenant, encore une fois, c'est moi qui spécule, en me basant sur toutes les preuves et l'image qui se dessinent, que Ryan est en fait en train de faire un énorme coup de gueule et veut détruire Justin Baldoni.
Maintenant, je commence à me demander parce que je viens d'être contactée et j'aurais aimé que l'émission puisse avoir lieu 2 heures plus tard. Mais quelqu'un d'autre qui est très impliqué dans cette histoire m'a contacté et m'a dit « Candace, tu es à 90% sur la bonne voie. Il ne te manque qu'une seule chose. » Et je commence à me poser des questions. Et écoutez, c'est purement spéculatif. Aucune preuve pour qu'il devienne aussi fou. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Justine Baldoni et Blake Lively? Et c'est la question que je me pose. Il s'est passé quelque chose entre eux deux, puis il est venu sur le plateau. Ou peut-être qu'il a vu quelque chose. Peut-être que c'était juste un message texte. Je ne dis pas qu'ils ont eu une liaison. Il fouillait dans un téléphone, s'est connecté à son ordinateur pour commander un Uber. Je ne sais pas. Il commandait juste un Chipotle sur Uber Eats et il a vu 3 messages arriver. Je ne sais pas. Et il se dit, tu sais quoi? Va vérifier ce qui se passe. Ensuite, il va chercher les rushs et il voit un peu trop de complicité. Et il commence à se dire, oh, tu sais quoi? C'est plutôt drôle. C'est comme ça que je commence toutes mes relations. Je suis dans des films comme je l'étais avec ScarJo. Je commence à sortir avec elle. Je les épouse. Je couche avec elle. J'ai refait ça avec Blake Lively. Elle a l'habitude de sortir avec des gens avec qui elle partage l'affiche, comme dans Gossip Girl. Et là, il devient complètement fou. Et peut-être qu'il commence à penser qu'ils ont une liaison ou qu'il se passe quelque chose et il fonce à fond. Mais il y a un truc à 10% sur cette personne, une légende, qui m'échappe. Je vais le trouver et je vous l'aurai pour lundi. Je rassemble les pièces du puzzle. Mais il s'est passé quelque chose sur le tournage, d'accord? Cette histoire commence maintenant à s'éclaircir et c'est Ryan Reynolds qui pousse tout ça. Ryan Reynolds fait semblant de s'en soucier maintenant que les gens plaisantent alors que c'est tout ce qu'il fait sur le tournage de Deadpool. Maintenant, il dit « Reste fidèle au script. Blake Lively. Pas de caresse, pas de toucher. » Et il utilise essentiellement ce procès ou a tenté de l'utiliser. Ce n'est même pas censé être un procès. Quoi qu'il ait déposé à Los Angeles, la plainte qu'il a déposée est un moyen de détruire un homme dont il est clairement extrêmement jaloux. Je pense que c'est très clair. Il est extrêmement jaloux. Justine Baldoni, tu ne te pointes pas sur le plateau. Tu t'imposes. Je veux dire, c'est bizarre. Je disais à mon producteur, comme quand on faisait des documentaires, à quel point c'est étrange. Genre, mon mari débarquait et disait juste « Je réécris tout le script et je vais commencer à le promouvoir. » Ça ne passe pas. Ce n'est pas un homme sûr de lui. C'est un homme qui manque de confiance. C'est un homme qui perd pied. Et il est plausible que Blake Lively ait reçu un ultimatum, tout comme Endeavor aurait soi-disant reçu un ultimatum et qu'elle ait dû accepter cela pour sauver son mariage. Elle vient tout juste d'avoir son 4e enfant, je crois. Imagine 4 enfants et ton mari devient fou. Peut-être que Blake Lively se dit « Je dois juste suivre le mouvement. » Sauver mon mariage, je ne sais pas. Et je n'essaie pas non plus de la présenter comme une victime parce qu'elle a joué un rôle dans tout ça et peut-être que ça lui a échappé. Ça lui a échappé. Et maintenant, c'est entièrement, vraiment sous le contrôle des avocats. Et ça ne va pas bien finir. Ça ne fait qu'empirer chaque jour. Et d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas gentille. Ce n'est pas une personne gentille. D'après des personnes proches, elle n'a jamais vraiment été présentée comme quelqu'un de très gentil. Mais je pense que cette colère, il me semble que Ryan Reynolds est en colère depuis le jour où il aurait récupéré ses rushs. Et il ne s'est pas arrêté depuis. Et il y a quelque chose que Justine Baldoni a fait, ou qu'il croit ou perçoit, s'il pense que sa femme aime Justine Baldoni, qu'il l'a lancée dans cette quête d'insécurité. Donc, comme je l'ai dit, je l'aurai pour vous lundi. Je suis en train de le récupérer. Je suis vraiment tout prêt. Ne m'envoie pas d'ordonnance de silence, Ryan Reynolds, parce que je ne vais pas m'y conformer. Je sens juste que je ne le ferai pas. Ne le fais pas, ou je ferai semblant de ne pas l'avoir reçu. Je vais juste quitter le serveur. Je vais sauter dans un buisson. Alors ne fais pas ça. Laisse-moi tranquille. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de serveurs, en parlant des gens qui frappent à votre porte et disent « Vous êtes poursuivi, vous allez être ravi ou choqué ». Je suis sûre que vous serez choqués d'apprendre qu'Emmanuel Macron et Monsieur et Madame Macron m'ont envoyé cette lettre d'avocat. 100 pages, sans répondre à aucune question, mais disant que le fait que je couvre l'affaire lui cause une détresse émotionnelle. Mais ne le dites pas non plus. Nous ne voulons pas que tu rendes cela public, Candace, mais sache que nous sommes le président d'un pays dans lequel tu ne vis pas. Alors vous feriez mieux de nous prendre au sérieux? Quoi, genre, bienvenue en Amérique? Je ne sais pas. Différence culturelle. Tu es un idiot d'avoir envoyé ça. OK, quels que soient vos conseillers, virez-les. C'était stupide, Emmanuel. Stupide? D'accord? Littéralement. Celui qui a présenté cette idée et l'a laissé passer est désormais la personne la plus stupide de votre entourage. Oh, les gens pensaient que c'était fou. Maintenant, quelque chose ici est réel. Parce que ce n'est pas ce que font les présidents en exercice. Nous leur avons donc donné 1 semaine complète et 21 questions. Des questions très simples. Relevez quelques-unes de ces questions. Ce sont des questions, oui, majoritaires. Oui ou non que nous leur avons posées.
Vous savez, on n'essaie pas de vous mentir. Alors, pouvez-vous répondre à des questions basiques comme « Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le nom Véroac ?» C'est la question numéro 5. Vous vous demandez peut-être pourquoi K pose cette question très précise. Oui, vous allez vouloir savoir. Pouvez-vous identifier chaque enfant sur la photo de famille des Amiens et indiquer où ils se trouvent actuellement? Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? C'est une... Si vous pensez que quelqu'un est transgenre, si quelqu'un dit « Candace, je pense que tu es vraiment un homme » et que quelqu'un dit « J'arrêterai ce podcast et je ne le dirai plus ». Si tu réponds à cette question, Candace a-t-elle physiquement accouché? Oui, j'ai physiquement accouché. Voici les hôpitaux. Voici les photos. Oui. Alors, excusez-vous publiquement parce que, en fait, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas répondre à ces questions. Je suis donc heureux de vous annoncer qu'à partir de vendredi prochain, j'espère que nous respecterons ce délai. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Cela semble prometteur. À partir de vendredi prochain, nous commencerons notre série Brigitte Macron. Je suis heureux de vous montrer ça, les gars. La série s'intitulera « Devenir Brigitte, une série d'enquête » de Candace Owens. Ouais. Je suis vraiment enthousiaste. Je ne peux tout simplement pas le cacher. Courtiser. Nous sommes de retour. Trump est au pouvoir. Emmanuel Macron. OK, arrête ça. Quoi que vous pensiez faire, arrêtez. Je t'ai donné 21 questions et tu n'as pas pu répondre. J'étais comme 50 cents, ce qui, soit dit en passant en parlant de cela, est incroyable. Et c'est comme Emmanuel Crohn. Dommage qu'il n'ait pas vu cet extrait, mais Andrew Schultz et les gars du podcast Flagrant, en fait, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, mais quelqu'un m'a récemment envoyé ce passage de leur émission. En gros, ils disent qu'il y a 2 personnes avec qui il ne faut pas plaisanter. C'est Candace Owens et 50 cents. OK, écoutez ça. Si 50 cents met la main sur toi, n'importe lequel d'entre eux, tu as terminé. 50 ou quand tu ne veux pas de problème. Je sais que Candace a tweeté. Candace a tweeté une petite vidéo de nous disant que nous ne voulions pas de problème. Et juste le fait qu'elle ait tweeté une vidéo de nous, je me suis dit, c'était ça. Tu reçois la notification là maintenant? Non, non, pas du tout des bonbons. Absolument pas du tout. Maintenant, Candace, tu dois jouer avec. Ne joue pas avec Candace. On ne plaisante pas. 50 centimes. C'est aussi simple que ça. C'est moi SCD, mon frère. Gulafin. C'est juste effrayant, mon frère. Écoute, Macron, tu es vraiment... Je ne sais pas ce que tu faisais à la place de cette lettre, mais tu t'amusais. Je pense que tu jouais. Je ne pense pas que vous auriez jamais intenté ce procès dans le Tennessee. Je ne sais pas comment cela fonctionnerait en intentant un procès. Au Tennessee, je dois supporter le harcèlement que tu infliges aux journalistes. Des journalistes bien intentionnés en France. L'Amérique n'est pas la France et laisse-moi te dire, le sud des États-Unis n'est vraiment pas la France. Comme je l'ai dit, nous n'aimons pas les gens qui essaient de banaliser l'idée qu'il est normal que des garçons de 14 ans soient dragués par leurs professeurs de 39 ou 40 ans. Donc, ça n'existe tout simplement pas ici. Et j'ai hâte maintenant que le monde entier y prête attention. J'ai hâte de voir les femmes surtout, parce que nous devenons de vraies détectives, on devient carrément la CIA. L'émission, c'est maintenant la CIA. Les femmes qui vont m'envoyer tout ce qu'elles ont trouvé. Je suis tellement excitée pour cette partie parce que c'est encore plus fou que les chroniques de Kamala. C'est d'une certaine manière encore plus fou que les chroniques de Kamala et ça concerne l'Amérique, ça concerne le monde. Et je sais que votre vraie crainte, c'est que le monde anglophone n'ait pas été au courant de ce qui se passe en France. Et maintenant, le monde anglophone va vraiment prendre conscience de ce qui se passe en France et ils vont être choqués. Et comment tout cela est même lié à Trump, à la perquisition de Mar-a-Lago et aux prétendues informations trouvées sur ta soi-disant vie sexuelle, comme l'a rapporté le Guardian, ce qui a provoqué une panique transatlantique. Waouh, une panique transatlantique. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? On va aller au fond de cette histoire, les gars. Cette série commencera vendredi prochain et j'ai hâte. Et je suis reconnaissant envers vous tous qui m'avez soutenu pendant tout cela. Évidemment, nous avons passé la majeure partie de ce temps avec ce podcast complètement démonétisé et nous avons compté uniquement sur vos dons pour faire vivre cette émission et tout a été incroyable. Vraiment. Je suis tellement reconnaissant envers mon public. Je suis tellement reconnaissant envers les enquêteurs, les mamans à la maison, les papas à la maison et tout simplement toute la bande l'adore. Ça a été incroyable, vraiment. Je vais lire certains de vos commentaires. D'abord, je veux juste vous rappeler que si ma peau est éclatante, c'est grâce à Nay Skincare. J'adore ce produit. Je l'ai partagé sur mon Instagram. La nouvelle année est le moment idéal pour rafraîchir votre routine, prendre de nouvelles résolutions et devenir une version plus saine et confiante de vous-même. Si vous êtes prêt à investir dans le soin de soi qui fait la différence, Nay Skincare a quelque chose de spécial pour une peau éclatante. En ce moment, si vous utilisez le code Candace10 lors du paiement, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre commande.
Que vous fassiez plaisir ou aidiez quelqu'un à débuter l'année, essayez soins Nemi à prix réduit. Nemi Skincare, c'est plus qu'un produit. C'est une marque dont vous pouvez être fier de soutenir, car chaque article est fabriqué ici même aux États-Unis. Marika Baby reflète les valeurs de foi, de famille et de liberté. Si vous recherchez des soins de la peau particulièrement doux, Nimi propose également une gamme de formules pures, sans parfum ni autres irritants potentiels. Un choix réfléchi pour tous ceux qui souhaitent une approche plus douce. Ces produits efficaces de Nimi peuvent vous aider à commencer la nouvelle année en vous sentant confiant et revitalisé. Alors, utilisez le code Candace10 aujourd'hui sur namiskincare.com. L'orthographe est NIMI skincare.com et vous économiserez 10% sur votre achat. Alors, offrez-vous le cadeau d'une peau éclatante, rafraîchie et pleine de confiance sur namiskincare.com. Très bien, les gars, 52 minutes. Le temps passe à toute vitesse. J'ai l'impression d'avoir encore tellement de choses à dire. J'ai envie de vous parler. Je n'ai pas envie de raccrocher avec mon ami tout de suite. D'accord, laissez-moi juste voir ce que vous dites. Je ne raccroche pas tout de suite. On n'est pas obligé de se dire au revoir. Nous avons Donnie qui a commenté et dit « S'il te plaît, interviewe Nicole Shanahan. C'est la seule personne en Californie qui pourrait être élue gouverneur et nous avons besoin d'elle. » Je sais qu'elle est avec RFK Junior. Elle était la colistière de RFK Junior dans une campagne présidentielle indépendante en 2024. Enfin, j'ai entendu parler d'elle. Je ne suis pas particulièrement impliquée dans la politique californienne, mais c'est une bonne suggestion. On prend une direction un peu différente avec l'émission. Je m'inquiète de ce qui se passe dans la vie d'Emmanuel Ron, mais c'est toujours bien d'avoir des suggestions, donc on va regarder ça. Ulysse Ozuna écrit « Les actions de Blake, la façon dont elle s'est comportée lors des interviews, étaient toujours ses propres actions et non celles de Ryan. Je suis totalement d'accord. C'est ce qui a déclenché la campagne de dénigrement organique. Elle n'a toujours rien assumé, même si Ryan l'y a poussé. Je suis totalement d'accord et j'espère avoir été claire là-dessus. D'après ce que je comprends, elle n'est pas non plus une personne formidable. Elle n'a jamais été particulièrement sympathique. Mais toute cette volonté de détruire Justin Baldoni ne serait apparemment pas menée par elle. C'est vraiment Ryan Baldoni qui mène tout ça. Je veux dire, c'est à cause des sentiments de Ryan Reynolds envers Justin Baldoni. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que je vais finir par percer le mystère. Mais je pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Parce que pour qu'il réagisse autant, il a dû se passer quelque chose, puisqu'il a même essayé d'acheter son film. Au fait, les gars, est-ce qu'on a ça? Est-ce que tu as ce passage Euskaillard qui montre que le mari de Blake Lively, Ryan Reynolds, était prêt à racheter Justin Baldoni de... C'est fini entre nous. Ce n'est pas normal. Les enfants, genre « Salut chérie, au revoir ». Je vais au travail, j'y serai. Je vais mettre ton patron à la cave, puis racheter toute l'entreprise pour que tu puisses jouer dans les films et que je puisse te regarder dans les films dans lesquels tu veux être. Je dirais que ce ne sont absolument pas les signes d'une relation saine et équilibrée. Sœur Betty écrit « Candace, je suis la génération X est immature. Ils ont 50 ans et plus, ils rivalisent avec des trentenaires. Ils sont embarrassants. C'est embarrassant. Je suis de la génération X, mais ils nous donnent une mauvaise image. Et Candace, la porte-parole de Trump. Tout le monde, tes conférences de presse. Je sais que ce serait tellement amusant, mais ça ne peut pas arriver, mec. Je me suis fait un ennemi de l'IPAC. Et la règle, c'est que tu ne peux tout simplement pas travailler dans l'administration si l'IPAC t'a dans le collimateur. Ça ne marche pas comme ça. Et en fait, j'aimerais pouvoir le faire, mais en réalité, j'adore ce que je fais ici. C'est tellement plus amusant. Je ne pouvais pas être sur le podium et dire « Laissez-moi vous répondre à votre question. Mais d'abord, avez-vous vu le reportage sur Justin Baldoni? » Genre « Wow! Mais avez-vous vu la vidéo sur Brett Cooper? » Je ne serais pas autorisée à faire ça. Et je ne veux exister nulle part. Je ne peux pas être pleinement moi-même. Peut-être que je pourrais faire ça. Il serait très, très confus, mais je pourrais probablement le faire. Si Joe Biden peut être président, je peux être une attachée de presse qui parle simplement de questions culturelles. Ben Coyin écrit « Candace, j'apprécie la force de ta foi en tant que catholique. Cela me donne plus confiance en la mienne et m'a inspiré à participer davantage au numéro 18 ainsi qu'à ma paroisse locale. Alors merci, j'adore ça. Lance-toi le défi d'apprendre la liturgie en latin, c'est mon défi cette année. Je ne l'ai pas encore apprise, mais j'ai un missel. Donc c'est en anglais et en latin et je progresse. Et c'est un défi amusant de se sentir à nouveau comme un enfant et de réaliser qu'on ne sait rien. Et en fait, c'est génial d'avoir le latin comme langue, c'est un peu comme la racine des mots, là. Je pense que c'est un très bon défi que je me suis lancé cette année, ou plutôt l'année dernière, quand j'ai commencé. Alaska Dogledy écrit « Netflix a un documentaire sur Jerry Springer. Il a fait un épisode avec de vrais lancemen. Et interrogé pourquoi il ferait cela en tant que juif, il a répondu « Ces gens ont tué mes ancêtres, mais je ne censure personne. » Retrouvons cette énergie des années 90. Ouais,
J'ai extrait des séquences des personnes qu'Oprah a interviewées. C'est fou à quel point nous avons été censurés, même depuis les années 90. On ne se rend même pas compte qu'ils avaient toutes sortes de conversations difficiles avec toutes sortes de personnes. Mais je pense que la censure s'accentue parce qu'ils ne parviennent pas à contrôler les gens, alors ils paniquent un peu. Surtout avec toutes ces tentatives de censurer la génération Z parce qu'elle n'est pas pro-Israël. Peu importe, c'est dingue. Et on ne fait ça que lorsqu'on perd le contrôle. La censure n'était pas un sujet quand Obama était au pouvoir. Puis soudain, les gens l'ont exigé quand ils se sont rendus compte « Wow, on ne s'attendait pas à ce que toutes ces personnes votent pour Donald Trump. » On leur disait pour qui voter et ils le faisaient. Donc je pense que c'est une partie du problème, un manque de contrôle. De plus en plus de gens se réveillent et réalisent ce qu'est réellement l'entité médiatique, à savoir quelque chose de malveillant. Cette personne écrit à propos de Blake. Cela aurait du sens car ses interviews lors de la promotion de ce film donnaient presque l'impression qu'elle essayait de le faire échouer. Peut-être qu'elle a aussi subi des pressions de la part de Ryan à ce moment-là. Je ne sais pas. Évidemment, Justin Baldoni ne voulait pas que ça échoue. Je ne pense pas qu'elle le voudrait non plus, car ce serait quelque chose qui figurerait sur son CV. Et aussi, si je ne me trompe pas, elle était productrice sur le film. Elle a reçu un crédit de productrice, mais je pense qu'il voulait vraiment, ou plutôt que Ryan Reynolds voulait que Justin échoue. Martha a écrit « Salut Candace, quand vas-tu collaborer avec House and Habit? Je t'adore, ma belle. J'ai fait une interview avec elle. Jessica Reed, elle est géniale. Elle est exceptionnelle. Et je l'aime beaucoup. Donc j'adorerais collaborer avec elle, mais je dois d'abord avoir ce bébé. Aussi, les amis, je vous rappelle que nous vendons toujours nos gobelets Standees, les nouveaux que vous avez demandés. Le gobelet Standees violet. Tout est complètement fake et gay. Parce que c'est le cas et nous le savons. Et juste pour être clair, sur YouTube, on voit qu'il y a du gay. Nous ne nous moquons pas des homosexuels. Nous sommes de retour dans les années 90 où l'on parlait de faux gays. C'est le climat général de tout ce qui se passe. Et donc la semaine prochaine va être un succès. J'aurai le test final et je découvrirai ce qui s'est passé pour que Ryan soit hors de lui sur le plateau. Prétendument. Et nous avons aussi, encore une fois, si on peut afficher cette série Devenir Brigitte, qui commencera vendredi. Tu crois qu'elle va m'envoyer une ordonnance de silence? Elle a fait tout un reportage, d'ailleurs, hier dans Paris Match, et c'était du genre « Brigitte te rendra l'appareil ». Quiconque dit quoi que ce soit sur elle, c'était coup pour coup, c'est le langage qui était utilisé en français, évidemment. Et elle rendra coup pour coup. Je n'ai pas été mentionnée dans l'article, mais je me disais juste genre « elle va me frapper ». Les hommes ne devraient même pas frapper les femmes. Ça me paraît vraiment mal. Bref, on se retrouve lundi, les amis.